La tendresse, ça a été constitué comme un diptyque d'une pièce qui s'appelait Désobéir, qui était l'histoire de 4 femmes, 4 jeunes femmes, issues de l'immigration, qui étaient dans, on pourrait dire, l'obligation au mensonge, en tout cas qui devaient désobéir pour pouvoir se réinventer et dépasser certaines injonctions familiales, traditionnelles, sociales. Et cette fois, nous avons eu envie d'interroger des hommes, des jeunes hommes. Dans la tendresse, ils sont 8. Ils sont issus de classes sociales différentes, de milieux différents, de religions différentes. Ils ont aussi des pratiques artistiques différentes. Il y a des danseurs, de l'opéra, du hip-hop, de break. Il y a des acteurs aussi. Et avec eux, on a eu envie de s'interroger sur ce que c'était que le masculin, la virilité, sur la construction du patriarcat à travers des siècles, des millénaires, sur quel héritage ils avaient pu recevoir, quel père ils avaient eu, mais plus largement quel modèle, quel stéréotype avait pu les façonner, bien souvent de façon inconsciente, avait pu coloniser leur imaginaire, et quelles attentes de la communauté, quelles injonctions contradictoires, bien souvent, pouvaient peser sur eux, l'injonction à la force, à la réussite sociale, professionnelle, à l'argent. Et on a, dans un premier temps, interrogé le lien des hommes avec les hommes, entre eux, et senti à quel point la compétition pouvait être parfois encore très présente, la difficulté de pouvoir se connecter avec sa fragilité, sa faiblesse, l'aveu de sa faiblesse. On a aussi bien sûr interrogé le lien avec les femmes, cet autre clan, et comment une génération comme celle-là, on pourrait dire la génération MeToo, avait forcément été déplacée dans des questions intimes, dans la question du désir, de la sexualité, comment la question du consentement, du désir de l'autre était prise en compte différemment. Et on s'est aussi interrogé avec eux sur les modèles ou l'homme qu'ils avaient envie de devenir. Est-ce qu'il y avait un homme idéal, un nouvel homme? Alors quand je dis ça, je tiens à dire que ce n'est pas un spectacle militant, qu'on a beaucoup travaillé avec les auteurs, Kevin Kais et Alice Zeniter, à partir de leurs témoignages, mais aussi à partir de récits qui étaient les nôtres, de récits fictionnels, que c'est un tissage, et que cet endroit de l'intimité nous permet de questionner des contradictions, des paradoxes qui leur appartiennent. Et du coup, je crois que ça amène pas mal d'humour, que ça évite le didactisme. Parce qu'en aucun cas, on a le désir d'apporter une réponse, mais plutôt de se questionner avec vous, avec le public, et voilà, de s'interroger. C'est plutôt un état des lieux, on pourrait dire. Et par ailleurs, le fait qu'il y a de la danse, que c'est un spectacle très performatif, on est plutôt dans une forme théâtrale, en tout cas, on fait tout pour, réjouissante et assez ludique. On a vraiment essayé de représenter des masculinités différentes sur le plateau. C'est vraiment 8 jeunes hommes qui n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes difficultés à exister, qui ne sont pas au même endroit de leur construction ou de leur déconstruction, quand il y a une déconstruction, de leur remise en question. Donc ce qui nous intéressait, c'était vraiment de questionner une génération. C'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre que des hommes qui ont environ 25 ans. Mais vraiment, justement, de ne pas être, contrairement à Désobéir, où c'était que des jeunes filles issues de l'immigration. Là, il y a aussi des gens qui sont des Gaulois, pure souche, depuis des générations, parce que justement, on ne voulait pas qu'il y ait de stigmatisation, et que je pense que une question comme la misogynie n'appartient pas à une classe sociale ni à un milieu. C'est vrai que j'ai été troublée et marquée
de voir à quel point, justement, alors qu'ils venaient d'éducation, qu'ils avaient reçu une éducation différente, l'accès à sa propre sensibilité était encore presque un tabou, et qu'on a eu voilà, de nombreux récits sur le fait que, par exemple, dans des périodes de rupture amoureuse, on ne parlait pas aux potes. On continuait à se voir, à boire des bières, mais l'aveu de la blessure, de l'échec, était dangereuse, pouvait être menaçante, enfin que la violence des hommes entre eux, j'ai été assez surprise de ça. Alors, des hommes, bien sûr, qui ne sont pas assez hommes, on pourrait dire. La question, par exemple, de l'homophobie est assez troublante, reste quand même assez présente. Et puis, aussi la question de cette injonction à être encore le porteur de famille, à se penser devoir être le porteur de famille. Après, par ailleurs, il y a quand même des endroits où on sent que c'est très clair que cette génération ne veut plus ressembler à leur père, à leur grand-père. Mais les lignes bougent, il y a un tremblement, mais ce n'est pas encore très clair quels sont les acquis ou les privilèges qui leur ont été donnés de façon même inconsciente, naturelle. Où est-ce qu'est l'endroit de déplacement? Et c'est là où on voit qu'il y a quand même une coopération complexe sur la question notamment de l'injonction à la force, et même on pourrait dire à la violence. Il y a un vrai paradoxe, parce que par exemple c'était très intéressant quand on a questionné la violence, le lien à la violence. Il y a d'abord eu une espèce de besoin de se défendre, je ne suis pas violent, ni avec les hommes, ni avec mes proches, ni avec les femmes. Et puis après, je leur ai demandé de travailler sur des modèles d'acteurs au cinéma, de grands films qui les avaient marqués. Et là sont arrivés tous les héros, les De Niro, les westerns, les films japonais, enfin tous les films américains, enfin, de super-héros qui ne souffrent pas, ou même quand ils souffrent, en fait, leur souffrance est sublimée par la colère, par la violence. Et en fait, ils butent tout le monde, ils détruisent des peuples entiers, et en même temps, ils sont sauveurs, et en même temps, ils sont toujours courageux et vaillants, et même sexy. Il y a toujours un moment où une femme arrive pour une infirmière ou une sorcière. Et donc, c'est vraiment troublant de voir à quel point il y a, dans les modèles, par exemple, littéraires et cinématographiques, il y a très souvent cette multiplication d'hommes qui sont en fait extrêmement violents, mais extrêmement sublimés dans leur violence. Donc sur la violence, c'est vraiment un endroit très complexe, parce que on dit aux hommes, bien sûr on dit il ne faut pas être violent, avec un système judiciaire et policier qui n'est pas forcément très actif, on le sait, où il y a de nombreuses failles, et en même temps on continue à dire beaucoup aux petits garçons, ah ben non mais il faut pas pleurer, t'es un petit garçon, non mais c'est normal qu'ils se battent ces deux petits garçons. Donc cette acceptation que la testostérone ou que la question naturelle de la constitution du corps masculin ferait que la gestion de la violence est plus complexe et que ça ne serait pas que culturel, est quand même encore très très présente. Et là je crois que c'est un des endroits je pense profondément qu'il y aurait interrogé. Alors on sait que ça bouge énormément, hein, mais ça bouge lentement, enfin, et ça a bougé lentement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, encore une fois, mettre en place des changements rapidement. On a essayé c'est un processus d'écriture en fait, c'est-à-dire d'être dans une langue qui n'est pas littéraire, de faire disparaître les auteurs. Donc c'est un grand travail d'humilité aussi pour les auteurs, c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'en fait il n'y a pas d'auteurs, ce que les gens pensent souvent sur Désobéir. D'ailleurs la presse a parlé très peu des auteurs et beaucoup plus des actrices, et qu'en fait ce serait leur langue, donc c'est tout un travail sur la langue, par exemple en utilisant des expressions qui sont des expressions tout à fait actuelles. Moi j'apprends beaucoup de choses c'est dans le fait d'avoir dans la direction de l'acteur aussi, c'est-à-dire d'avoir la sensation que l'acteur se remet tous les soirs au travail de retrouver le chemin de sa pensée et de ne pas donner sa pensée comme si elle était déjà acquise ou élaborée. Donc c'est vraiment, et le fait aussi qu'on joue sur le fait ce jeu comme si tout venait d'eux,
et que toutes les idées étaient portées par eux-mêmes, alors que beaucoup des idées viennent des auteurs et de nous et de moi. Mais c'est le fait d'incarner ça à la première personne. Il y a jamais on essaye d'éviter le métadiscours. Je pense que les femmes sont dans une forme de coopération à la constitution de la misogynie et du renforcement du masculin. Et je ne parle pas, enfin, de façon personnelle, j'en suis convaincue, parce qu'on pourrait, voilà, évidemment, je ne supporte pas l'idée d'être dépendante d'un homme, si je prends cet exemple financièrement, et en même temps, j'attends d'un homme qui puisse à des moments être protecteur. Cette idée de la protection du masculin reste quand même relativement présente, ou justement que les femmes, on nous incite beaucoup, nous, au contraire, à être connectés avec notre fragilité, notre vulnérabilité. Je crois qu'il y a une pression sociale de la réussite professionnelle qui n'est pas la même sur nous. Elle est très forte aussi, hein, parce qu'on doit toujours prouver énormément. Mais je pense qu'il y a un endroit oui, où on veut, il y a un désir quand même qu'un homme soit à la fois, quel exemple je pourrais donner, très intellectuel, mais quand même très ouvert, qu'un homme soit à la fois viril, mais quand même sensible, qu'il soit à la fois doux, mais quand même extrêmement puissant, qu'il soit fort, mais qu'il puisse se connecter avec sa fragilité. On est dans cette demande très souvent d'une double injonction. Donc je crois qu'on est aussi dans cette demande d'un homme qui pourrait incarner des injonctions très contradictoires, mais absolument comme nous. Ça, c'est la modernité, et c'est le fait que les modèles bougent, les archétypes, parce que c'est la même chose pour les femmes. Virginie Despentes a fait une introduction magnifique dans King Kong Theory, voilà, que la femme doit être gourmande mais pas grosse, aimer le sexe mais ne pas être nympho, gagner bien sa vie mais un peu moins que son mec, être brillante mais ne pas trop parler au dîner. La construction du féminin et du masculin, de toute façon, sont très paradoxales aujourd'hui et tout le temps dans cette question de l'injonction contradictoire. Mais oui, je pense que les femmes, et ça c'est très important pour moi parce que je ne veux pas faire un spectacle qui serait accusatif pour un état des lieux du masculin. J'espère vraiment que l'homme de pouvoir, l'homme protégé, la femme au foyer, la femme active, la féministe, la femme... que chacun pourra, avec ses contradictions, parce que je pense que c'est constitutif de toutes les identités, pourra se reconnaître ou reconnaître des endroits malaisants, paradoxaux de sa pensée, ou de sa pratique, ou de sa façon d'être, d'exister, d'incarner finalement son masculin, son féminin, son rapport au monde.